Bonjour à vous tous, merci d'être tous venus dans cette forêt. Je vais juste parler quelques minutes pour expliquer pour moi les quelques facteurs qui permettent aujourd'hui de nous retrouver dans cette forêt. Un petit peu d'historique, mon père a acheté cette forêt il y a une trentaine d'années. Il n'avait aucun sens de la forêt, mais quand même un peu de coup d'œil. Nous qui venons de Côte d'Or, une région où les arbres ont moins de hauteur, il s'est dit ici, c'est quand même... Ah, mon chien qui fait par la fenêtre. Il y a quand même des belles hauteurs, il a dit quand même la forêt est belle. Je faisais des études d'ébénisterie et donc il s'est dit que c'était un placement et un cru qui est bon. Donc le premier facteur, évidemment, pour nous ramener ici, c'est sans doute le cru, le sol qui est bon et le capital génétique des arbres qui est aussi assez bon. Pour la petite anecdote, on a donné il y a quelques semaines 4 arbres pour la réfection de la flèche de Notre-Dame. Donc des arbres qui vont jusqu'à 18 mètres de long et qui seront sciés pour un d'entre eux en une seule pièce. Ensuite, l'autre élément, c'est le tandem expert. Merci à la famille Sus. Le tandem expert forestier propriétaire, où il faut une confiance absolue, où le but n'est pas seulement la gestion, la récolte de bois, bien évidemment, mais l'amélioration et le renouvellement des peuplements, si difficiles pour le chêne en particulier. Ah oui, pardon. Et donc le renouvellement des populations, des peuplements, assez difficile. Donc le deuxième facteur, c'est le travail qu'on fait avec la famille Sus, avec Tristan, Jean-Baptiste et Roland Sus depuis toutes ces années. Le troisième intervenant indispensable pour moi, c'est l'exploitant forestier. Donc, malheureusement, il n'est pas là, mais il va nous recevoir aujourd'hui pour le déjeuner. Donc la personne de Monsieur Bourguignon, ça fait 25 ans qu'on travaille avec lui dans cette forêt, exclusivement. Donc c'est lui qui nous sort, nous débarde les bois, tant pour le bois d'œuvre que pour le bois d'industrie. Et donc ça ne sert à rien d'essayer d'économiser quelques euros pour l'exploitation, alors qu'on a travaillé pour préserver des arbres d'avenir ou pour mettre en lumière des régénérations. Donc l'exploitation est très importante et en particulier, depuis quelques années, on exploite avec des pelles à chenilles, une dizaine de tonnes, alors je ne sais plus exactement le tonnage, qui permet d'orienter les arbres, de débarder sans faire de dégâts sur les sols. Et l'économie d'une bonne exploitation est jamais nécessaire. Et puis, le dernier est peut-être pour moi l'essentiel. Hervé, venez là. Facteur, c'est l'ouvrier forestier. Hervé travaille chez nous depuis 20 ans. 24 ans, voilà. Depuis 24 ans. Et le suivi, la reconnaissance de toutes ces zones de régénération, le travail minutieux. En forêt, rien n'est jamais urgent. Mais il faut quand même un travail régulier et quotidien pour ne pas oublier des zones de régénération, les surveiller, faire les dégagements au bon moment et ne pas perdre le travail qui a été fait auparavant. Et puis dernier intervenant, c'est le hasard qui fait ça, mais le chasseur. On a ici le chasseur est le même que l'exploitant forestier, donc il est sensible à la forêt, c'est un voisin aussi. L'entrée est où? Et donc, limiter évidemment la population de cervidés, chevreuils et aussi sangliers. C'est ici, là? Petite banderole après là. Ici, c'est à peu près maîtrisé grâce aussi à la bonne entraide de chasseurs et propriétaires. Voilà. Donc, voilà les quelques facteurs qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette forêt que j'aime, que je considère assez belle et qui sont primordiaux pour que toute cette synergie se fasse ensemble. Bonne journée à vous. Vous avez compris que nous avons là affaire à un propriétaire intéressé par ce qui se passe sur sa forêt. D'où l'importance de toutes nos interventions de choix, qu'il accepte de jouer en confiance avec nous. Cette forêt, c'est 371 hectares.
Les conditions de sol ici sont excellentes, c'est du cénomanien. Ils vont peut-être avoir du mal à traduire. Cénomanien, Cenomania. voilà. Sol fertile, argilo-limoneux, Soil profond. and quite deep. Voilà, on a une excellente desserte puisqu'il y a 7 km de chemins privés, plus les chemins de bordure Network of départementaux. of about Donc ça réduit les problèmes de distance de débardage. reduces the problems we might have. La propriété est composée de 2 séries et comporte 53 parcelles. Donc c'est des parcelles de 7 hectares, mais nous réunissons plusieurs parcelles par an pour faire un groupe de parcelles et entrer dans le cadre du plan simple de gestion. Alors il s'agit, comme vous pouvez le constater, You can see de peuplement de chênes we're talking about avec du hêtre, du sycomore, some beech des fruitiers, and other also merisiers, cerisiers, allez, cherry. voilà, Yeah. des frênes, des aulnes, enfin il y a beaucoup d'essence sur ce sol qui est assez riche. And hornbeam. La qualité, elle est bonne, voire excellente. Je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 20% de qualité supérieure. To 20%. Donc ça veut dire bois amérin ou bois d'ébénisterie. The wood that can be used in Le plan de gestion a été réalisé en 2018 this planning et couvre une période jusqu'en 2037. and can be Et il est recherché la capitalisation du peuplement en chêne. so we want to capitalize on Actuellement, les gros bois sont dominants. Enfin, il y a des bois moyens, mais c'est plutôt des gros bois et un effort de régénération. stand on this Un effort de régénération a été mis en place effort avant l'acquisition de la propriété déjà par rénovation de Taï-sous-Futais. way before Donc nous avons des îlots de régénération, c'est plus de la régénération, ce sont des perchis ou des hauts perchis maintenant. Mais ce système a été un petit peu continué de manière plus diffuse dans le cadre d'un traitement en irrégulier. Donc la régénération vient assez bien, the program mais comme le disait Pierre-Frédéric Richard tout à l'heure, la ronce et le cerf sont des facteurs négatifs, voire très négatifs. or even Donc, damage contre la ronce, on peut assez facilement travailler, c'est ce que fait notre ami Hervé. Contre le cerf, je pense qu'il y en a beaucoup trop. Il n'est pas tout à fait de mon avis, mais je pense qu'il y a trop de bestioles sur cette forêt. I think there are way too many here in this forest. La rotation des coupes est de 13 ans. C'est peut-être un petit peu long, mais il fallait un petit peu tempérer les choses. La tempête de 1999, pour nous, là, avait mis bas 1 millier de mètres cubes de chêne. In 1999, a storm Il est où, monsieur Frédéric là? Ah oui, et aussi, si vous avez des observations, vous le dites. Hein. this is why we Depuis, le hêtre ici est assez vigoureux, même très vigoureux. Et il a tendance à dominer la régénération de chêne. Hein. D'autant plus que le chêne est un petit peu abruti. Moi, je considère que pour la partie en production actuellement, j'ai oublié de dire qu'il y avait quand même aussi des résineux, vous les avez vus en passant. that's the oak. Ces résineux ont été introduits avec les aides du fonds forestier autrefois. Ce sont des enrichissements plutôt ponctuels. Il y avait un petit peu différentes essences. Il y avait de l'épicéa We have qui a beaucoup disparu. Les grandis ont totalement disparu. Les pins Weymouth aussi. Il nous reste des Douglas qui sont plutôt longs, ils font plus de 35 mètres. Et les sapins que vous avez vus sur toute la longueur, c'est de la Bies normaniana, c'est du Nordman, the pine tree qui semble se débrouiller pas mal et se régénérer. Alors est-ce qu'il subira aussi les aléas du climat? On verra. very well. Now, how the climate develops, this will also. Alors pour terminer, pour passer la parole après à notre ami Max, le système de vente, il a déjà été évoqué. Les bois sont vendus bord route. Woods Donc toute l'opération d'exploitation, bûcheronnage et débardage est maîtrisée, puisque ce sont des intervenants que nous connaissons donc bien depuis 25 ans là, et qui ne rentrent pas dans la forêt si le terrain n'est pas porteur. Or, ce sont des terrains quand même un peu fragiles. la C'est long. vente dans Bord route, route. oui, on abat les bois d'abord, on les met Ah, ok. et on les vend bord route. Again, I was just a correction here. We were talking about the woods that fell in
the proximity of Bon, the street. pour conclure un petit peu là-dessus, avant que vous ayez peut-être des questions, c'est que je considère que l'accroissement du chêne sur la propriété est de l'ordre de 600 à 700 mètres cubes par an en bois d'œuvre, et nous récoltons à peu près la moitié. Donc ça veut dire que nous restons en phase de capitalisation. Bon, mais nous commençons à avoir quelques gros bois, mais Monsieur Pierre-Frédéric aime beaucoup les très gros bois. Donc nous exécutons ses souhaits. Je vous l'ai dit hier aussi, le but quand on choisit un dispositif, c'est qu'il soit pédagogique pour qu'on puisse amener des gens pour discuter de ce vers quoi on veut aller. Et donc si le peuplement est suffisamment évolué, bah, c'est intéressant parce que d'emblée on voit des répartitions de diamètre, des répartitions de qualité, etc. Donc ce dispositif il a été choisi parce que, on vous l'a dit, grande richesse en espèces, comment gérer cette cohabitation, bonne répartition dans toutes les classes de diamètre, qualité, il y a pas mal de qualité aussi, donc c'était un peu une sorte de vitrine. Alors en même temps, la région fait que c'était un argument important. C'est une région, on vous l'a dit, assez intéressante au niveau de la croissance forestière. Bonjour à tous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre un peu en forêt. Donc on a prévu 3 arrêts. Vous pourrez aussi, on va présenter de manière didactique. En tout cas, le premier arrêt, ce sera plutôt technique, c'est-à-dire sylvicole, dendrométrique, sur ces aspects-là, sur la parcelle à fille. Le deuxième arrêt, ce sera plus des éléments économiques. On regardera un petit peu le fonctionnement et puis les résultats de ce point de vue-là. Et puis le troisième arrêt, ce sera plus sur les aspects écologiques, comment on prend en compte tout ça au niveau du suivi à la FI. Donc on va directement y aller. Hein. Oui. Donc ce qu'on n'a pas encore dit, donc ce dispositif, c'est effectivement un des plus anciens. Il a été installé en 1998 et en tout, on compte 5 inventaires. Hein, donc 2003, 2009, 2014, 2019. Donc il devrait normalement être mesuré d'ici quelques années, donc 2024 normalement. Donc, alors en termes d'essence, bon Max l'a déjà dit, on a choisi ce dispositif, on l'a retenu parce qu'il est très riche en essence. Donc en termes de surface terrière, la composition, donc très varié, à base de chêne Cécile, 38% de la surface terrière. Ensuite, il y a du charme, 18%, du hêtre, 12% et du tilleul, 11%, ainsi que de l'érable sycomore, 7%. Donc en tout, on a 12 essences dans les individus précomptables. Précomptables, donc à partir de la classe de diamètre 20 cm. Donc ça, c'est vraiment déjà une première chose intéressante, essayer de comprendre et de voir comment ce mélange, on peut le faire coexister et le faire, en termes d'un point de vue qualitatif aussi, gérer ce mélange. En termes de matériel sur pied, donc c'est les données 2019, hein. Bon, c'est un petit peu peut-être poussé évidemment depuis, mais... Donc on avait une surface terrière de à peu près 20 mètres carrés, donc en individu précomptable, avec aussi à peu près 2 mètres carrés de sous-étage, donc taillis et perches. Vous avez dans vos petits documents, pas tout, mais certains des principaux graphiques, histogrammes. Donc voilà, vous avez ça pour, comme guide. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est les interventions sylvicoles. Évidemment, à la FI, on suit les peuplements, mais dans une logique de gestion. Hein, donc, l'évolution naturelle, c'est intéressant, mais on veut aussi caractériser vraiment les actions des différents gestionnaires sur ces parcelles. Donc ici, il y a eu une coupe qui a été faite en 2004. Donc là, on échangera un peu avec Roland. Donc, elle a prélevé... Avec nos relevés, on est même à 20% du volume. Hein, donc ça a consisté essentiellement en une opération d'amélioration. Hein, on a 2/3 des individus prélevés qui étaient dans les qualités C et D. Et il y a eu conjointement une éclaircie du sous-étage.
Ensuite, la tempête de 99 est arrivée. Elle a relativement peu touché la parcelle. Il y a eu seulement 8% du volume concerné par des chablis. La coupe de 2017 a prélevé ensuite, donc deuxième intervention sur la période de suivi, elle a prélevé 17% du volume. Avec des taux de prélèvement qui étaient un peu plus importants pour le charme, le hêtre et le tilleul, et plus restreints pour le chêne, donc, et aussi sur l'érable sycomore. Donc, ce qui corrobore ce que Roland a dit tout à l'heure en termes de chêne, il prélève moins que l'accroissement en volume sur le chêne. L'ensemble de ces prélèvements coupés chablis, ça représente 70% de l'accroissement en volume. Donc c'est pour ça que vous constaterez que petit à petit, la surface terrière a augmenté, et ainsi que le volume, donc d'où la capitalisation constatée. Alors, autre aspect intéressant, donc si on a prélevé 70% de l'accroissement en volume, on a seulement prélevé 50% de l'accroissement en valeur. Ça veut bien dire que ce deuxième point, ça souligne toute la gestion en faveur de la qualité et le caractère améliorant des opérations pratiquées. Roland, tu veux compléter pour les interventions sylvicoles ? Oui, j'ai pas parlé beaucoup de régénération tout à l'heure, mais sur la propriété, la régénération est suivie. Mais il y a des secteurs où il y a des gros bois plus diffus sous lesquels on travaille. Là, au niveau cloisonnement, on n'en fait pas beaucoup. Je fais des cloisonnements, moi, personnellement, quand je considère que c'est utile. Autrement, je ne les fais pas de manière systématique. Mais la régénération est suivie. Il y a des secteurs où elle se développe très bien. Après les grands coups de vent, c'est clair que la régénération vient assez bien. Vous pouvez regarder là où nous sommes qu'il y a des petits chênes, qu'il y a des petits sycomores qui sont mangés par le gibier. Il y a des merisiers, il y a tout un ensemble de possibilités de renouvellement. Ça nous pose pas énormément de problèmes. Et comme d'habitude, je dirais que ce qui compte d'abord, c'est le peuplement qui est sur pied. La régénération doit être une conséquence de ce que nous pratiquons comme éclaircie. Voilà, vous avez des questions. Julien, tu as parlé des coupes qui ont été faites. En pourcentage, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur des volumes qui sont prélevés à l'hectare dans chaque coupe? Alors, en termes de volume, j'ai pas encore parlé des accroissements, etc. Mais par contre, en termes de prélèvement, sur la période donc 98-2019, les prélèvements, c'est 3,2 mètres cubes par hectare et par an, en termes de prélèvement. Donc en termes ici de qualité, on a un tiers des individus qui sont de qualité A plus B. Par contre, on voit que si on se focalise sur les gros et très gros bois, on dépasse plus de 50% de la surface terrière qui est en qualité A plus B. Et puis alors si on regarde un petit peu par essence, on a près de la moitié des chênes sessiles qui sont également de la meilleure qualité. C'est un tiers pour les hêtres et puis plus d'un quart pour les tilleuls. Ce que vous le verrez un peu plus loin, on va y passer, on a aussi des très gros tilleuls qui sont assez jolis. Ouais. En termes de structure, donc les bois moyens qui étaient assez minoritaires en 98, ils représentent actuellement 45% de la surface terrière, tout comme les gros et très gros bois. Alors bon, les catégories, les petits bois, en fait, si vous voulez, c'est les classes de diamètre qui vont de 20 à 25. Les bois moyens, c'est de 35 cm jusqu'à 45 cm. Les gros bois, c'est de 50 cm jusqu'à 70. Et les très gros, c'est au-delà. Bon, c'est nos classes assez classiques en France. Nos catégories, pardon. Donc voilà une évolution de la structure. On capitalise progressivement dans les gros bois. Et la part des petits bois a effectivement, pour l'instant, sur la période diminué. Mais bon, c'est lié aussi au fait que la surface terrière, bon, il y a l'historique, bien sûr. Et puis comme le dit Roland, quand on a un capital de qualité, bon, on le verra aussi d'un point de vue économique derrière sur l'autre arrêt, il faut gérer de manière
première cette qualité avant même de se soucier des SMI, qui sont effectivement un gage de renouvellement pour l'avenir, mais qui ne sont pas la préoccupation première quand on a un capital si riche en termes de qualité. En termes d'accroissement, les accroissements constatés sur l'ensemble de la période, donc on est entre 98 et 2019, on est à 0,6 mètres carrés par hectare et par an pour 4,6 mètres cubes par hectare et par an. 4,6 mètres cubes par hectare et par an à comparer avec les 3,2 de prélèvement. Oui, en volume bois d'œuvre. En termes de taux d'accroissement, quand on fait le rapport entre l'accroissement sur le capital initial, on est à un taux de 3,6% en volume, ce qui n'est pas rien. Et ce sont les hêtres et les charmes qui contribuent le plus à cet accroissement jusqu'à présent, avec des taux supérieurs pour ces essences à 4%. On a constaté, alors oui, comme on a des périodes d'inventaire tous les 5 ans, on a constaté que les accroissements sont en repli sur les 5 dernières années par rapport à la période précédente. Donc ça c'est intéressant, on peut aussi évidemment le croiser avec les données climatiques, les données météo, et sachant que effectivement on a bien constaté que la sécheresse de 2003 ne s'est pas vraiment fait ressentir sur les données d'accroissement sur la période. À cause d'orages, me dit Roland notamment. Ouais. Par contre, ça aussi, ça rejoint un petit peu certains graphiques de courbes d'accroissement sur le diamètre. On constate qu'il y a une baisse d'accroissement sur les petits diamètres par rapport au bois moyen et gros bois. Normalement, en futée irrégulière, la courbe des accroissements est assez plate. Ça veut dire qu'un petit bois sur le diamètre, il pousse autant qu'un gros bois. Pas toujours très intuitif, mais on parle bien en diamètre, pas en volume évidemment. Et là, on constate qu'il y a un petit fléchissement sur les petits bois. Donc ça peut dénoter d'un état de concurrence quand même qui commence à s'accentuer. On est à une surface terrière qui dépasse les 20 mètres carrés. Donc voilà, je pense qu'il y aura peut-être une intervention. C'était ma question. Quand est-ce qu'est la prochaine coupe, en effet, ouais. Enfin, quand est-ce qu'elle est prévue? Bon, elle est prévue dans plusieurs années. Mais là, le problème, c'est quand même la décision du propriétaire. Bon, on ne peut pas naviguer sans que le propriétaire soit concerné par ce que nous faisons. Bon, il a souhaité que nous capitalisions. C'est ce que nous faisons depuis l'acquisition en 1994. On avait un inventaire complet à l'époque qui faisait ressortir un volume moyen en chaîne, alors de 83 mètres cubes, si j'ai bonne mémoire. Je pense qu'on est aujourd'hui plus près de 130 mètres cubes hectare. Bon, je pense que c'est un maximum. Et puisque vous êtes là, je pense que votre présence va faire pression sur lui pour qu'il accepte qu'on coupe un peu plus. Je sais pas où il est. Il est dans le fond là-bas, oui. Voilà. Non. Pardon? On pourrait raccourcir les rotations, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'était pas vraiment nécessaire. Mais c'est vrai qu'un prélèvement un peu plus fort, c'est-à-dire quand on tombe devant un grand bois, un beau bois qu'on pourrait prendre, généralement je demande à César s'il veut l'enlever ou le faire mourir. Et généralement, il le conserve. Bon, donc il y a cette ambiguïté, si vous voulez. Personnellement, je prendrais un peu plus, mais il est souverain. Et en heures de travaux sylvicoles, qu'est-ce que ça représente à l'échelle de la propriété? À peu près, hein, c'est pas... Pierre-Frédéric, je pense que Hervé, là, c'est un mi-temps, un quart-temps. Mi-temps. Il est là à mi-temps et il fait toute sa vie. C'est lui qui fait les entretiens. Hein. Il fait. Ah. Le temps de travail effectif en forêt de Oui. travaux forestiers, la moitié, et un quart de surveillance. Bon, donc. Travail D'accord. Donc c'est un quart-temps de travail complet. Et le reste est pour la surveillance, distribution de l'eau de bois de chauffage aussi, puisqu'ici encore il y a des bois de chauffage, du bois de chauffage qui peut se faire. Oui, Bill? Oui, j'ai deux questions. Oui, il y a deux questions. La première, c'est que faites-vous pour assurer le mélange d'essence? Parce que c'est clair que le mélange d'essence est important.
Est-ce qu'il y a des îlots de densité différentes pour assurer les demandes de lumière de certaines essences ou des îlots où la surface terrière est régulée autrement? Comment faites-vous pour assurer que le mélange existant continue? Oui, je peux. Si, ça passe là. Oui, Phil, donc j'ai bien compris ta question. Tu veux savoir comment on maîtrise le mélange. Bon, le mélange, de toute façon, la puissance des essences ici est telle que tu enlèves une essence et il y en a une autre qui vient se mettre à la place. Mais le hêtre ici est particulièrement puissant. Et c'est vrai qu'au niveau hêtre, j'en ai pas parlé beaucoup, mais on enlève un certain nombre de hêtres. D'autant plus qu'on se demande s'il ne va pas être touché, comme dans nos régions Bourgogne, etc., par la mortalité. Donc on enlève le hêtre, mais il n'empêche que la régénération de hêtre est assez, là où elle vient, elle domine beaucoup les autres essences. Mais vous voyez qu'ici, là où on est, si vous regardez en dehors du chêne, du frêne, il y a du sycomore, il y a des merisiers, il y a du muguet aussi. Mais le mélange d'essences ne nous semble pas poser beaucoup de problèmes. Il y a des trembles, comme il y a des, je sais pas, j'en ai vu un là. Il y a du tremble qui se débrouille très bien. Le problème, quand on a un choix à faire, évidemment, la notion commerciale joue. Et donc, quand vous avez un individu qui ne vaut que 30 ou 40 euros du mètre cube et vous en avez un autre à côté qui en vaut 300, ben vous choisissez en fonction de la valeur. Mais c'est vrai que nous essayons de maintenir ce mélange. D'ailleurs, dans les résultats qu'on a obtenus, le mélange reste valable depuis 25 ans maintenant. Hein. Le but de la gestion qu'on laisse à la famille Sus et dans laquelle je ne souhaite pas vraiment intervenir sur le choix, à part sur les gros bois, parce que je trouve qu'une forêt où il n'y a pas de gros bois est un peu triste, et j'aime ces vieux seigneurs de la forêt qui structurent le peuplement, qui racontent un peu une certaine histoire. Évidemment, quand ils sont tout seuls et il n'y a pas de moderne autour, il faut penser au renouvellement assez rapidement, on l'a déjà fait. Je me fais parfois un peu tirer les oreilles, un peu prier, parfois je résiste. Je résiste. Malgré tout, c'est vrai que la valeur on est plutôt tourné sur la valeur du patrimoine que sur le vrai volume. Le volume m'importe peu. On fait des coupes d'amélioration surtout. Et on pense aussi au renouvellement des peuplements. Julien vous a demandé de regarder au passage. On a fait exprès de vous faire passer par une zone. Je pense que vous avez dû détecter que c'était une ancienne plantation par parquet. Et je ne sais pas si vous l'avez détecté au passage. Hein? Vous avez vu la taille du parquet, c'est petit, hein? Donc vous voyez cette variabilité, cette hétérogénéité locale. Hein, localement, il y avait un besoin, il y a eu un petit parquet d'introduits. Okay. Là maintenant, sur cet arrêt, l'arrêt numéro 2, c'est plus de regarder un peu la forêt sous l'angle de l'économie. Donc vous savez que dans le réseau AFI, on a un suivi économique. On suit la valeur de consommation. Hein, la valeur de consommation, on l'appelle aussi la valeur marchande. La valeur marchande, c'est celle que si on vendait les bois maintenant, qu'est-ce qu'on récupère comme argent? Il y a donc un autre indicateur, c'est la valeur potentielle. Cette valeur potentielle intègre le fait qu'en grandissant, en grossissant, les arbres augmentent leur diamètre, augmentent leur volume unitaire. Ils peuvent aussi augmenter, selon les qualités, de manière assez forte, leur prix unitaire. Donc cette valeur potentielle est un bon indicateur un peu des futures recettes de la propriété. Donc en regardant autour de vous, je pense que vous avez repéré quelques tiges de qualité. Vous voyez le chêne qui est là-bas derrière, là, qui n'est pas trop vilain. Les tilleuls qui sont pas mal aussi, les sicots. Donc vous avez un certain nombre de tiges de qualité qui ont un bon potentiel. Alors dans le suivi AFI, on a un suivi comptable recettes-dépenses fourni par le gestionnaire. Mais on a aussi, en forêt, il faut absolument suivre l'évolution du capital. Au-delà de recettes-dépenses, il faut suivre le capital. Et pour ça, vous avez dans les documents
Dans les documents qui vous ont été fournis, c'est deux petits histogrammes en niveau de grille. Là. Donc, bon. Vous avez le graphique, celui-ci, celui qui est à gauche, c'est la valeur de consommation. Ben, on voit l'évolution de cette valeur de consommation au cours du temps. On voit que ça a augmenté. On a la même chose en valeur potentielle. Qui elle a aussi augmenté, mais il y a un petit décalage entre valeur de consommation et valeur potentielle. Bon, je ne sais pas si vous avez l'habitude de manipuler ces deux notions. Ça montre simplement que le choix du taux d'actualisation qui a été retenu par l'AFI, qui est un taux de 4%, est un peu trop fort pour cette propriété. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de raisonner en taux d'actualisation. Pardon ? Le taux d'actualisation, on l'appelle aussi le taux de préférence pour le présent. La question classique, c'est on vous donne, est-ce que vous avez le choix entre 1 000 € maintenant, de suite, là, ou l'équivalent de 1 000 € dans un an. L'équivalent de 1 000 € dans un an, si l'inflation est de 1%, on va vous donner 1 010 €. Les forestiers, du coup, ont éliminé ce problème parce qu'ils raisonnent toujours en euros constants. C'est-à-dire que 1 000 € maintenant, ça sera 1 010 € dans un an, mais nous on raisonne, ça sera 1 000 € en euros constants. Donc on élimine le problème de l'inflation en raisonnant en euros constants. Donc je vous dis, vous avez le choix entre 1 000 € maintenant ou 1 000 € dans un an en euros constants. La plupart des gens disent, maintenant, pourquoi j'attendrai? C'est-à-dire que bon, si c'est la même chose, je perds autant que j'ai envie de m'acheter un truc, autant que je l'achète. Maintenant, puis je peux le placer ailleurs, je récupère l'argent maintenant, puis je ne sais pas si l'année prochaine on me le donnera, donc je prends l'argent de suite. Mais si je monte et je vous dis, je vous donne 1 010 €, mais en euros constants, non, je vous donne 1 020, non, je vous donne 1 030, à un moment donné vous allez dire oui. Et ce choix du taux d'actualisation, en forêt c'est le cas, on doit faire des choix. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le vends? J'ai un certain capital, il y a des notions de risque qu'il faudra rajouter derrière, mais il y a cette notion de choix entre le futur et le présent. Il y a forcément un taux d'actualisation. L'État, vous avez peut-être l'impression que l'État ne réfléchit pas, mais quand il fait des choix d'investissement, il a aussi des taux d'actualisation qui sont compris entre 2 et 4%. Alors, quelle est la bonne stratégie? La bonne stratégie, c'est de prendre des taux plutôt forts. Pourquoi? Quand je dis à des associations de protection de la nature que moi je préfère prendre un taux légèrement plus fort que le taux de fonctionnement d'une propriété, c'est parce qu'à ce moment-là, vous pénalisez toutes les dépenses. Toutes les dépenses deviennent beaucoup chères. Et donc, du coup, vous essayez, si vous faites une dépense, peut-être une dépense qui apporte une plus-value. Du style, une taille de formation, c'est plus utile que de taper dans de la ronce. Parce que ça va générer un revenu supérieur. Donc, toute dépense doit être analysée par rapport à sa plus-value. Là, donc l'AFI a décidé. On a commencé par prendre des dispositifs AFI qui fonctionnaient assez bien, qu'on considérait comme étant, il n'y a jamais de peuplement idéal, mais qui étaient proches d'un certain état jugé intéressant. Et ces peuplements-là, en faisant la moyenne, on a pris une vingtaine de dispositifs. On a pris la moyenne, on a dit, ça tourne autour de 3,8%. Le choix du taux, c'est un choix. Il ne faut pas faire une moyenne dans une série de dispositifs et de dire le taux, c'est tant. Vous faites forcément un choix. On a dit ça tourne, certains dispositifs de l'AFI tournent autour de 3,8, on va prendre 4. On va légèrement pénaliser les dépenses. Par exemple, vous savez que l'Office national des forêts, dans ses choix d'investissement sur la gestion du chêne, choisit un taux de 1%. Si vous prenez un taux de 0%, le temps ne vous coûte rien. Mais personne ne raisonne à 0%. Donc, l'intérêt de l'AFI et du suivi économique de l'AFI, c'est quand même de se poser des questions du style faire bien la différence entre revenu et capital. Souvent, les bilans financiers, c'est j'ai tant de recettes, j'ai tant de dépenses. Ce n'est pas suffisant. Il faut absolument regarder derrière l'évolution du capital.
Et l'évolution du capital, il y a le capital immédiat, il y a les perspectives futures. Il y avait une ancienne vision qui était ce qu'on appelait la valeur d'avenir, mais on a imaginé au sein de la FIR une autre notion qui est la valeur potentielle, que c'est pas parce que c'est moi qui l'ai proposée, mais je trouve qu'elle est meilleure. Ça fait du bien, Max. Il fallait que quelqu'un le dise. Si vous avez des questions sur l'économie, c'est moins sympa que de regarder les petites plantes, etc. Mais c'est quand même le nerf de la guerre. Sur les petites plantes. Charme, c'est excellent. Bon, est-ce que vous avez eu des trous de pique? C'est sensible. En fait, quand on a fait la tournée de prospection, on était hors feuille et sur beaucoup de chaînes, il y avait des trous de pique. Bon, là, on en voit beaucoup moins. Après, non, sur le hêtre, là, par exemple, qui a la grosse branche montée, il y a quelques trous de pique, fentes, etc. Alors, ça nous permet de faire la transition là sur le suivi écologique qu'on fait à la FI. Donc depuis plus de 15 ans maintenant, on a rajouté, comme on l'a déjà dit, des indicateurs de suivi à ce niveau-là. Donc, tant pour le bois mort sur pied, et puis bois mort au sol, et sur tout ce qui est critères écologiques, c'est-à-dire micro-habitat sur les arbres vivants. Donc c'est des critères très concrets, hein. Des trous de pique, des fentes, du lierre, de la mousse, tout ce genre de choses qu'on essaie de distinguer en fonction si c'est au pied, sur le tronc, dans le houppier. Et donc en fait on a toute une codification qui a été établie. D'ailleurs, ça remonte à un projet de 2003 qu'on avait fait avec ProSilva France et le Parc naturel des Vosges du Nord. On avait fait passer des naturalistes. Il y avait le spécialiste chiroptère, spécialiste oiseaux, le spécialiste insectes, enfin 5 grandes familles d'insectes importantes en forêt, dont les carabes, plus une vision plus globale naturaliste. Et en fait, on leur avait demandé de qualifier en fait l'importance de chaque critère en fonction de la communauté animale qui suivait. Donc des notes qui vont de 0 à 4 pour chaque critère. Et donc on a une grille et ça nous permet, nous, tout simplement, quand on est sur des parcelles HI, de relever ces critères concrets et derrière, les calculs se font et on obtient, entre guillemets, une note écologique de chaque arbre. Donc on peut cumuler évidemment plusieurs critères sur un arbre. Et donc c'est ce que vous avez dans la brochure, voilà, sur la dernière page. C'est la page du milieu plutôt. Ouais. Donc, en fait, ce qui est intéressant de voir pour les dendroits micro-habitats, c'est que bon, il y a des arbres qui en ont pas. Il y en a qui sont porteurs de seulement un critère. D'autres qui en ont plusieurs. D'autres qui ont un critère mais qui est important. Et donc, en fait, ce qui est intéressant derrière, c'est de voir aussi, de croiser avec la qualité. Et donc, on rejoint un peu ces histoires de population d'arbres. On peut avoir des arbres qui ont une forte valeur économique, mais pas forcément de valeur écologique. Donc, ça, c'est une première catégorie. Ensuite, on a une catégorie d'arbres qui ont une forte valeur écologique, mais pas spécialement de valeur économique. Et puis, on a cette troisième population d'arbres, qui est heureusement en forêt, pas la plus majoritaire. C'est la population d'arbres dite à conflit. Oui, qui ont à la fois une valeur économique et une valeur écologique. Et là où il y aurait un arbitrage à faire entre est-ce que je le récolte, est-ce que je le laisse pour les oiseaux ou autres. Et ça, c'est vraiment en fonction de deux choses. Déjà de la volonté du propriétaire et du gestionnaire, et aussi de ce qu'on a sur la parcelle. Si on a déjà beaucoup d'arbres intéressants d'un point de vue écologique, et que là, sur un arbre qu'on souhaiterait récolter parce qu'il a une valeur, l'arbitrage est différent que si on n'a pas d'arbres suffisamment en nombre avec une valeur écologique. Donc il y a ça. Donc ici concrètement, on a relevé. Alors
ça nous apporte, pour l'instant on n'a pas encore suffisamment de recul, mais par exemple ici on est à peu près à 600 points hectares, donc qu'il faut ramener à la surface terrière, parce que c'est très lié à la surface terrière, on est à peu près à 30 points par mètre carré par hectare. C'est un peu... Mais c'est pas tant la valeur absolue qui est importante, comme je le dis souvent, c'est plus l'évolution relative dans le temps. Donc voir en quoi l'impact de la gestion va alors soit impacter, soit au contraire permettre de maintenir ce niveau. Et ça, on peut le suivre au cours du temps, par essence, etc. Donc ça, c'est sur les arbres vivants, les dendromicrohabitats, et ensuite suivi du bois mort. Donc ici, juste pour finir sur ces dendromicrohabitats, c'est plutôt élevé hein, dans cette forêt par rapport à l'ensemble de ce qu'on a dans le réseau. On est plutôt quand même à un niveau assez élevé. En revanche, pour le bois mort, donc là, tant pis, il y a un jugement de valeur. On est à peine 12 mètres cubes par hectare de bois mort, ce qui n'est pas très élevé. Sachant qu'en plus, l'essentiel du bois mort, il est plutôt de petite dimension et qu'il est au sol et qu'il y a assez peu de bois mort sur pied. Donc ça, c'est avec l'inventaire AFI. Je pense qu'à l'œil, vous pourrez aussi le remarquer. Donc voilà, bon, Roland, je te laisse. Il n'y a rien à dire. Avant de vous laisser la parole, l'histoire de la façon dont on a décidé de noter les dendromicrohabitats, c'est un projet qu'on a fait avec ProSilva France. Il y a déjà un certain temps là. Je pense qu'on a été assez novateur là-dedans. Donc on a une codification dendromicrohabitat AFI. Entre-temps, il y a une autre codification qui a émergé, qui est pas mal. L'intérêt, c'est qu'elle est reprise par pas mal de structures de recherche. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est des tables de correspondance. C'est-à-dire qu'on peut faire la correspondance entre notre façon de noter et puis celle qui est utilisée dans le contexte de indice de biodiversité potentielle. Là. Donc je trouve que le travail qui a été fait par d'autres collègues sur la façon de caractériser les dendromicrohabitats, c'est intéressant. Bon, l'intérêt, c'est que surtout, visiblement, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, donc il faut s'aligner, quoi. Alors nous, on a un petit, comme on était parmi les premiers, et puis que notre notation, il se trouve un peu plus détaillée. Pour l'instant, on considère que, vous savez, moi, chaque fois qu'on intègre un nouveau paramètre dans le protocole, je fais toujours une analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça nous coûte en temps et qu'est-ce que ça nous rapporte. Pour l'instant, on considère que le coût est supportable et que simplifier certains trucs, donc de toute façon, on a fait une table de correspondance entre notre façon de noter et la façon IBP. Mais pour d'autres pays, par exemple, je sais pas, en Allemagne, il y a aussi il y a une grille très détaillée de l'EFI, hein, le European Forest Institute. Là. Ils ont une grille de dendromicrohabitats super détaillée, mais qui finalement, en fait, il y a différents niveaux d'entrée. Soit on peut rester général, on peut aller jusqu'au bout. Et de toute façon, les liens avec la nôtre, elle est très simple à faire. Hein. En gros, c'est les mêmes critères, hein, sauf que c'est plus ou moins détaillé. Donc ça peut être adapté, hein, sans souci. Une question de détail parce que je suis pas familier avec le protocole AFI. C'est tous les arbres de la placette qui font l'objet de mesures de dendromicrohabitat ou est-ce que c'est un autre échantillonnage? Et aussi peut-être une question de détail sur la parcelle qu'on visite. Donc la parcelle qui est suivie, elle fait quelle surface et il y a combien de placettes? Et peut-être encore dans le même ordre d'idée, ça prend combien de temps une placette avec toutes les mesures? Alors, donc sur les parcelles qui sont retenues là, dans le réseau AFI, en général, on installe 10 placettes permanentes. Et les surfaces, elles sont entre 5 et 15 hectares. Ici, précisément, je pourrais vous le redire, mais ça doit être 13. Mais voilà, 10 placettes permanentes. Et alors oui, les dendromicrohabitats, ils sont relevés sur tous les arbres précomptables de chaque placette. On ne fait pas sur les perches. Par contre, le bois mort, enfin c'était peut-être pas la question, mais c'est aussi sur toutes ces placettes. Donc après sur pied au sol, donc le seuil un peu discriminant, c'est 30 cm. Donc c'est sur un rayon de 10 mètres qu'on prend tous les petits bois morts sur pied. Et au-delà de 30 cm, c'est sur un rayon de 20 mètres. Et pour le bois mort au sol,
Eh ben, c'est pareil, les gros bois morts au sol, c'est sur un rayon de 20 mètres. Par contre, les petits bois morts au sol, c'est l'échantillonnage linéaire que Max a un petit peu présenté hier. Donc on fait ça sur des transects. Et puis ça marche assez bien, c'est assez performant pour suivre ce bois mort. Ouais. Rendement. Tu avais une question sur le rendement. Le rendement des placettes Une question, le temps. global. Oui, c'est 2 jours à 2 personnes. Ouais, Le temps c'est ça. pour l'ensemble. 2 jours à 2 personnes en moyenne pour faire les relevés. Ouais. Tout. Hein, Pour les 10 placettes. ouais. Deuxième tournée donc pour nos journées internationales de la FI. Je vais essayer de ne pas parler trop vite pour nos traducteurs. J'ai vu ô combien ils ont souffert pendant certains exposés. Mais je m'emballe des fois assez vite et donc il faudra me faire signe. Voilà, donc je suis très heureux, nous sommes très heureux donc, de vous accueillir dans cette forêt de Champ-Lalleud. Donc pour ceux qui ne connaissent pas spécialement la géographie, nous sommes donc toujours en région Grand Est, mais cette fois dans le département de l'Aube. Au niveau de la région naturelle, nous sommes alors toujours dans la Champagne humide par rapport à ce que vous avez vu ce matin. Donc c'est pas très éloigné, mais j'allais dire on est dans la vraie Champagne humide. C'est-à-dire qu'ici, les couvertures limoneuses sont quand même nettement moins importantes que ce que vous avez pu voir ce matin. Vous avez sous vos pieds des épaisseurs importantes de sable et d'argile du Crétacé inférieur, pour les connaisseurs, les étages de l'Albien et l'Aptien. Donc, en fin de compte, le substrat, ce sont essentiellement des argiles limoneux, avec parfois un peu de saupoudrage de limon en surface, mais jamais vraiment de façon importante. Cette région donc, qui s'appelle la Champagne humide vous structure les peuplements avec une variable principale qui est l'hydromorphie. Donc c'est pour ça évidemment que la région s'appelle la Champagne humide. C'est une région au relief extrêmement plat, avec beaucoup d'étangs. Mais la conséquence évidemment de ces niveaux d'hydromorphie importants, et vous allez le voir, c'est que nous n'avons pas une grosse diversité, puisque j'ai coutume de dire qu'en Champagne humide, les chênes écrasent la concurrence, puisqu'ils sont les seuls vraiment habilités à prospecter ces horizons avec des fractions assez vite très argileuses. Voilà, donc au niveau stationnel, nous allons voir de la chênaie charmée acidicline à hydromorphie modérée. On a des variantes encore plus hydromorphes. Avec quelques petites pointes, quelques petits affleurements méso-acidiphiles. Mais la dominante reste acidicline. Donc je vais vous dire un petit mot avant de rentrer sur la parcelle, sur la propriété dans laquelle vous vous trouvez. Donc nous sommes dans une forêt privée de 200 hectares qui appartient à une personne physique qui vit à Paris, et qui vit des revenus de la forêt et un petit peu, dans une moindre mesure, des revenus de quelques terres agricoles alentour. Cette forêt est en gestion par nos soins depuis 2003. Donc c'est-à-dire que l'année prochaine, nous fêterons nos 20 ans d'action ou de soins, je ne sais pas comment il faut le dire, dans ce très joli patrimoine. C'est une propriété qui a une histoire assez intéressante parce qu'en fait, elle est dans la famille depuis 1920, ce qui n'est pas forcément beaucoup par rapport à certains propriétaires où les forêts se succèdent sur plusieurs siècles. L'histoire, en fait, c'est que l'arrière-grand-père de la propriétaire actuelle a fait fortune dans la bonnetterie, qui est l'industrie textile qui a fait la célébrité de la ville de Troyes, avant évidemment l'internationalisation du commerce.
Et ayant fait fortune, en 1920, il a revendu sa bonneterie qui était en plein cœur de la ville de Troyes et il a acheté des forêts et un petit peu de terres agricoles. Donc depuis 1920, cette forêt est dans la famille. Elle a été durement touchée par 2 épisodes, enfin durement, disons des épisodes d'intérêt public, c'est-à-dire la création de l'autoroute que nous avons longée en venant, qui a vraiment traversé la forêt. Et puis, nous avons eu également une création d'une ligne de transport d'électricité dite d'extra haute tension qui a une emprise de 90 mètres de large, également en plein milieu de la forêt. Donc voilà, malgré tout ça, toujours vivant, toujours debout. Alors, nous avons ici installé un réseau de placettes permanentes en 2008. Un vrai système de monitoring, là c'est indépendant de l'AFI, on parle bien d'un système de placettes permanentes pour suivre la gestion. Et nous avons remesuré les placettes permanentes en 2020, donc soit après 12 saisons de végétation. Et je vous donnerai quelques éléments en fin de tournée sur ce qu'il en ressort, notamment sur la performance économique de cette gestion et de cette première période de remesure. Également, avant de voir la parcelle, souvent on me demande quelle a été la gestion passée avant notre arrivée il y a une vingtaine d'années. Alors cette propriété a une gestion qui est très atypique, enfin je pense, en forêt privée, c'est-à-dire que les propriétaires ne concevaient la forêt comme uniquement une récolte de gros bois, très gros bois, voilà, une récolte de très gros bois. C'est-à-dire que la notion d'amélioration du capital n'existait pas. On venait et on ne récoltait que du bois dit du bois mûr. Et puis le peuplement, on considérait que le peuplement se débrouillait et les arbres poussaient. Voilà. Donc cela explique que dans cette propriété, nous n'avons pas de vraiment très grosses pièces parce qu'elles ont toutes été récoltées. Par contre, nous avons hérité d'une matière à travailler très importante, notamment dans le compartiment des bois moyens, où il y avait énormément d'améliorations en valeur du capital à produire. Voilà pour cette petite présentation. Je vous propose de nous déplacer un petit peu sur un premier arrêt pour la suite de l'exposé. Nous sommes ici donc sur une parcelle qui a intégré le réseau AFI en 2021. Donc nous avons installé l'année dernière ce dispositif de suivi. Donc il est d'histoire très récente. C'est pourquoi, contrairement à ce que nous avons vu ce matin, nous ne pourrons pas vous commenter évidemment une remesure de la placette puisqu'elle vient d'être installée. Donc l'idée, ça va être de vous donner quelques indicateurs dendrométriques, mais finalement de ne pas vous abreuver de chiffres. Vous en retrouverez quelques-uns dans la brochure qui vous a été distribuée. Mais l'idée, ce serait de privilégier un tout petit peu les images et commenter surtout les images. Donc, cette placette a été retenue pour deux raisons principales. Donc, nous sommes dans de la chênaie pure et dure, vous l'avez compris. Le premier critère était sa structuration irrégulière, donc constatée en 2021. Donc ça, c'est le premier critère, c'est ce qu'on pense être un bel exemple de structure irrégulière dans les chênaies. Et puis le deuxième critère qui a justifié cette parcelle d'être incluse dans le réseau AFI, c'est le taux de qualité. Donc nous avons un taux de qualité potentielle important et d'ailleurs ça se traduira dans les revenus financiers que je vous transmettrai en fin de tournée. Voilà, je vais vous donner quelques infos sur la placette, assez rapidement, mais peut-être... Bon non, je vais les donner tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc surface terrière de cette parcelle en 2021, donc 18,9 mètres carrés par hectare. Concernant la composition en essence, le capital se compose à
95% de chêne sessile et pédonculé. Donc, lorsque je vous disais que le chêne écrase la concurrence, bon, voilà, la démonstration est faite. Le reste, pour ce qu'il reste, se répartit en 1% de charme, 1% d'alisier terminal, 1% de tremble, 1% de tilleul et 1% de frêne pour ce qu'il en reste. Le taux de qualité, donc selon la codification AFI que vous avez maintenant comprise, des bois qualité A plus B, est actuellement de 35% du capital producteur. Nous avons ensuite une donnée sur le compartiment taillis et perche. Donc les perches, pour commencer, nous avons actuellement 0,7 m² par hectare de perches, portées à 50% par des chênes. En nombre de tiges, pour ceux pour qui ça parle plus, ça représente 50 perches à l'hectare, dont la moitié en chêne. Concernant le taillis, il est actuellement de 1,6 m² par hectare. Donc ça, c'est un chiffre un petit peu clé. Nous avons beaucoup travaillé les taillis. Nous sommes aujourd'hui sur un compartiment taillis qui est jugé totalement protecteur, temporisateur, mais nous n'avons quasiment plus de brins de taillis vraiment concurrents, des belles tiges et des houppiers fonctionnels des belles tiges. Au niveau de la structure, il reste la structure que je ne vous ai pas donnée, la structure du capital producteur. Nous sommes à 7% de... Attends, je vais voir parce que j'ai du mal. C'est ici. Ouais, nous sommes à 7% de petits bois, donc c'est sur la surface terrière, 31% de bois moyen, 51% de gros bois et 11% de très gros bois. Ces 7% de petits bois, vous allez, je pense, constater que intuitivement, on ne s'attendrait pas à en voir autant. Donc je pense que l'explication, mais c'est une hypothèse, on ne l'a pas vérifié, c'est que nous avons beaucoup de petits bois qui ont récemment franchi l'entrée de classe des bois moyens. Donc on les voit encore assez petits, mais en fait ils sont déjà inventoriés comme bois moyens. Mais vous allez voir, ça ne change pas le coup d'œil de la structuration irrégulière. Donc bon, je vous laisse un petit peu observer autour de nous. Je vais vous donner quelques éléments de compréhension de la façon dont nous travaillons. Alors premièrement, parce que ce matin j'ai vu que la question avait été posée, actuellement, ça peut changer peut-être dans l'avenir, mais actuellement les bois sont exclusivement vendus en bloc et sur pied. Pour une raison très simple, c'est que actuellement, au vu des produits que nous commercialisons et au vu du tissu industriel local, c'est-à-dire encore un grand nombre de scieries de chêne dans le département de l'Aube, la concurrence est maximisée par une vente en bloc et sur pied, parce que les acheteurs, pour certains des anciennes scieries, sont très preneurs d'un achat et d'une conservation du stock de bois sur pied. C'est donc surtout une motivation de gestion du stock. Certains nous ont dit quand même qu'ils veulent voir le bois dans leur environnement de croissance. Apparemment, ils en ont des corrélations sur des qualités, et ne pas voir des bois sortis bord de route sans trop savoir d'où ils viennent. Bon, tout le monde ne dit pas ça, mais dans le département, beaucoup le disent quand même. Et puis, je vais également tout de suite parler du gibier, comme ça le sujet sera évacué. Donc ici, nous avons du sanglier et du chevreuil. Nous n'avons encore pas pour l'instant de cerf, mais quelques pas se promènent dans la propriété, c'est en train de venir. Mais pour l'instant, ça ne constitue pas un problème. Le problème s'appelle le chevreuil. Donc actuellement, nous réalisons chaque année un prélèvement de 10 chevreuils au 100 hectares. C'est, à ma connaissance, le maximum qu'on puisse obtenir aujourd'hui dans les propriétés. C'est très compliqué de le confirmer chaque année parce que les propriétés autour n'ont pas une telle attribution.
Or, pour l'instant, nous avons quand même réussi, à l'aide de marqueurs quantitatifs sur le terrain, démontrer aux autorités en charge de la délivrance des bracelets et des plans de tir, nous leur avons montré que notre système à diffusion importante de lumière et donc à augmentation importante d'offres alimentaires pour le chevreuil, crée un effet d'appel d'air dans le massif. Dit autrement, tout autour, nous avons des sombres forêts, et ici, par une gestion active de la lumière avec un biotope extrêmement attractif pour le chevreuil, ben les chevreuils ne cessent de venir, on a beau en enlever, ils viennent toujours systématiquement. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que l'attribution des plans de tir est aujourd'hui essentiellement motivée par des notions d'égalité entre les chasseurs, mais pas d'attractivité des biotopes. Voilà, un point maintenant sur notre façon de travailler. Donc vous l'avez déjà constaté, la propriété est entièrement cloisonnée. Nous avons un réseau de cloisonnement d'écartement 25 mètres sur l'ensemble de la propriété. Donc bon, c'est un fait. Alors je ne vais pas revenir sur ces débats-là de cloisonnement, juste vous dire quand même que tant que nous avions du cessionnaire particulier, nous pouvions encore peut-être faire l'économie de cloisonnement, parce qu'en effet, les débusqueurs, pour rejoindre ce que disait Roland Sus ce matin, bon, les débusqueurs, on peut faire quand même à très bonne saison du très bon travail sans cloisonnement avec du débusqueur. Notre principal problème, ce sont les porteurs forestiers, les forwarders, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, forwarders. Donc c'est un vrai problème, car nous avons quasiment plus de particuliers en forêt, de bûcherons particuliers. Nous sommes dans l'obligation d'extraire le taillis de nos forêts si on veut qu'elles soient éclairées, résistantes, résilientes. On ne peut pas laisser croître le taillis indéfiniment. Et je pourrais très bien entendre que les têtes, les houppiers soient abandonnés, mais le taillis, nous sommes obligés de le récolter. Ça veut dire que nous sommes dorénavant obligés de faire venir des forwarders sur la parcelle, et ça veut dire qu'elle doit être en capacité de les supporter sans impacter absolument l'écosystème producteur. Concernant les martelages, ils se font actuellement avec une rotation de 10 ans. Et par exemple ici, compte tenu de la faible proportion de taillis dorénavant, la coupe de jardinage prélève aussi bien dans le bois d'œuvre que dans le taillis. Alors vous pouvez voir autour de vous, pour un premier commentaire, des arbres qui sont ceinturés à la peinture. Donc ceux qui sont déjà venus ici connaissent notre système de travail. Donc le principe est le suivant. Alors si pour finir sur les cloisonnements, parce que je fais une parenthèse, mais j'en parlais avec Rodolphe Pierrat ce matin, pour moi, un des aspects fondamentaux du cloisonnement, évidemment, c'est l'exploitation, mais c'est surtout le martelage. C'est-à-dire qu'il ne m'est plus aujourd'hui concevable de marteler dans mon esprit intérieur, donc de bien marteler, si on ne martèle pas sur des coupes cloisonnées. Et pour ceux, je pense, qui ont fait les deux systèmes, vous avez une façon de rationaliser votre réflexion en martelage qui est fictivement beaucoup plus intéressante quand la coupe est cloisonnée, puisque vous arrêtez votre raisonnement par principe au cloisonnement. Et donc, en fait, on n'a plus à se soucier de savoir si la virée, il y a des oublis, il n'y a pas d'oublis dans la virée de martelage. On se concentre sur sa bande de travail. Bon, parenthèse fermée. Voilà, donc les arbres ceinturés sont pour nous la haute qualité ou la haute qualité potentielle. Évidemment, tant que l'arbre n'est pas sur un banc de scie, la qualité est toujours potentielle. Donc le principe en martelage, conformément au principe de la FI, c'est toujours d'avoir un temps important de recherche de l'arbre le meilleur producteur d'un point de vue financier, donc l'arbre qui a le meilleur rendement financier, on peut dire le meilleur taux de fonctionnement.
Il est donc ceinturé à la peinture. Et dans un deuxième temps, on se pose la question de savoir comment améliorer ce capital producteur, comment le mettre en valeur, comment libérer ses forces productives. Le ceinturage à la peinture peut être remis en cause à chaque passage en coupe. C'est pour cela que nous utilisons une peinture à durée assez courte, c'est-à-dire que quand nous repassons, on la devine encore, mais elle n'est plus visible parce que une décennie d'aléas peut occasionner des changements, des réorientations de choix sur un voisin. Et donc, je ne dois pas m'enfermer dans cette codification. En revanche, les clauses de vente de bois sur pied sont assez strictes et nous avons un encadrement extrêmement musclé, si je puis dire, lors des phases d'exploitation. Je considère qu'on peut faire de la bonne exploitation, de l'exploitation de qualité en vendant en bloc et sur pied, mais cela impose une présence très importante sur les chantiers. Donc, des factures pour votre client, parce que c'est un point qui n'est pas négociable dans nos méthodes de travail. Et à ce titre, les arbres ceinturés ont des pénalités beaucoup plus fortes que les arbres qui ne sont pas ceinturés. En l'occurrence, dans l'état actuel des clauses, les pénalités habituelles de blessures ou dommages aux arbres réservés sont multipliées par 2 sur les arbres ceinturés. C'est combien le montant? Alors la question du montant, c'est une estimation de perte de valeur d'avenir, généralement, qui est multipliée par 2. Ça, c'est le bois estimé en perte de valeur d'avenir, multiplié par 2. Ça, c'est le standard habituel. Et moi, je le remultiplie par 2. Donc, ça fait x4. Comment? Il y en a combien d'arbres ceinturés? Alors, il y a combien d'arbres ceinturés par hectare? Autant que la parcelle veut bien nous donner de jolis bois. Alors, vous verrez que les arbres ceinturés peuvent avoir tous les diamètres. C'est uniquement un ceinturage en rapport avec la qualité ou la qualité potentielle. Mais un petit comme un très gros peuvent être ceinturés. Oui. La pénalité, elle est sur le papier, elle est dissuasive, mais est-ce que tu arrives à la facturer Oui. Donc une question sur, on me demande si la pénalité est uniquement dissuasive ou si je passe à l'acte, en gros. Alors oui, je passe à l'acte. Je passe à l'acte, mais en constatant qu'une fois que vous êtes passé 1 ou 2 fois à l'acte, la dissuasion fonctionne très bien. Ça c'est clair et net. Une fois qu'on sait que vous êtes tout à fait en capacité de le faire, ça pose les bases dès le début. Et je peux vous garantir que ça n'est pas juste le bâton, c'est également une forme de carotte pour les bûcherons, parce que on leur simplifie leur travail en ayant préfléché les arbres qui sortent du lot. C'est-à-dire que eux, s'il y a une blessure doit être réalisée sur une réserve, ils savent que c'est pas sur une réserve ceinturée à la peinture. Ok. Et dernier point donc sur les consignes de martelage. Concernant les arbres bio ou les arbres porteurs de micro-habitat ou arbres morts sur pied, il n'y a pas de restriction dans les consignes. C'est-à-dire que du moment qu'un arbre a une valeur écologique ou une valeur écologique potentielle intéressante, il peut porter un triangle bleu à la peinture. Mais force est de constater qu'ici vous n'en verrez pas beaucoup parce que on n'a pas eu beaucoup de bois mort sur cette parcelle précise. Bon, c'est un état de fait. On en a un que vous avez peut-être vu en entrant qui était une suspicion de dépérissement. Bon, n'ayant pas beaucoup de bois bio, en tout cas de bois mort dans la parcelle, il a été désigné. Par contre, vous verrez certainement, d'ailleurs on peut voir aussi derrière vous, les bûcherons ont l'interdiction de façonner les purges qui sont faites sur coupe pour l'entomofaune, pour les insectes. Parce qu'en fait souvent ces purges sont donc soit c'est des entrées-écorces, des fourches, des découpes de culées avec de la pourriture. Souvent en fait c'est mis en petits morceaux, c'est enlevé par les particuliers.
Donc maintenant, il est écrit dans les contrats l'interdiction d'enlever les purges, elles restent sur coupe. Oui, dis-moi. La découpe d'une partie sans valeur. Et dernier point, donc dans les consignes de travail, les arbres dits remarquables sont systématiquement géolocalisés. Et j'en parlais avec Marc-Étienne pour le coup dans le bus en venant. L'un des critères d'arbres remarquables, c'est le diamètre qui dépasse 1 mètre. Donc dans nos consignes de travail, tout arbre en bonne santé, de bonne vitalité, qui a atteint le mètre de diamètre, n'est pas martelé. Il est conservé sur pied. Nous n'excluons pas qu'il le soit si il a un problème sanitaire ou autre, mais tant qu'il est en santé, il est là pour le bénéfice de l'écosystème. Donc Marc-Étienne me disait, on a des parcelles où c'est difficilement envisageable. On se construit avec ses propres expériences. Notre expérience en forêt privée, c'est qu'il manque énormément de très grosses pièces. Et le fait de les sauvegarder lorsqu'elles vont bien et de les géoréférencer, eh bien, ça permet de restituer une valeur patrimoniale à nos forêts par l'existence de très grosses pièces qui, convenons-en, nous fait à tous très plaisir. Comment ça se passe quand il arrive à 95 alors? C'est marrant parce que Marc-Étienne m'a posé la même question. C'est la déformation ONF, ça. Alors à 95, soit il a fait sa place, ce qui est certainement le cas depuis longtemps, donc il va gentiment glisser sur 1 mètre. Et s'il avait vraiment une raison d'être enlevé, c'est-à-dire un gros bois de mauvaise qualité avec un report de bénéfices sur un voisin de plus belle qualité, à mon avis, il aurait déjà été enlevé. Voilà, donc vous voyez un petit peu des structurations autour de vous, des bois qui sont saturés. Nous avons un petit bois derrière, nous avons un bois moyen un peu plus loin. Vous avez vu la purge qui est sur la souche juste au-dessus derrière le petit bois saturé, c'est ça dont je parlais. Donc ça c'est abandonné aujourd'hui. Voilà, il y a des... Bon voilà, vous voyez un petit peu la structuration et je vous emmène tout de suite sur un deuxième arrêt. Ici un petit arrêt pour vous montrer donc évidemment un collectif de renouvellement de chênes au profit duquel nous avons fait des travaux, des soins culturaux. Donc je vais reparler un tout petit peu des travaux qui ont été pratiqués là, notamment les travaux de cassage. Il faut vous imaginer qu'à l'endroit où je suis, il y avait donc un chêne bois moyen donc jusqu'en 2020. Il est parti donc à la coupe de 2020, c'est-à-dire que ce collectif a été découvert en fait en 2020. Et vous auriez vu ce collectif avant le martelage, vous auriez certainement pas pensé qu'il avait le moindre avenir. Or, il s'avère que si notre peuplement est suffisamment filtrant au niveau de la lumière diffuse, et ça nous l'obtenons uniquement et entièrement par un travail actif des taillis, alors évidemment tout ça n'est pas extensible à l'infini, et notre indicateur c'est la dominance apicale des semis. Un semis de chêne qui perd une bonne dominance apicale n'est pas un semis perdu, mais c'est un semis qui est en train de nous dire il y a urgence. Si vous le voulez bien, on va se décaler un tout petit peu pour parler Ah non, je n'ai pas parlé des travaux de cassage, pardon. Faut-il dire un mot des travaux de cassage? Alors très rapidement, je pense que beaucoup d'entre vous êtes initiés aux travaux de cassage. Donc les travaux de cassage sont des méthodes d'optimisation qui sont plus intéressantes pour nous que la coupe pure et simple de la tige concurrente. Au travers des pratiques de cassage, nous recherchons le bénéfice du travail retardé, comme l'a si bien défini Jörg Wilhelm.
et c'était quoi l'autre? Je sais plus. La protection gibier. Et puis alors, bon oui, ouais, il y a un effet aussi sur le fait que la partie cassée étant toujours en feuille, elle ombrage les petits charmes en dessous et il y a une reprise de la jeunesse en charme beaucoup moins vigoureuse. C'est ça. Voilà, c'est juste une technique d'optimisation qui retarde la concurrence. Ok, allez, hop, on bouge. Ah ben, bon. Alors, vous avez donc une tige qui avait été ceinturée à la peinture qui est devant vous. Donc, bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit bois. Je l'ai connu évidemment au stade perche. Et je vais vous rappeler juste ici quelques points importants pour la production et le rendement financier dans la sylviculture irrégulière du chêne. Nous avons ici une tige que nous avons accompagnée parce que je l'ai connue absolument pas tirée d'affaire. Nous avons ici pratiqué en 2013 à son profit 2 annélations. Donc il y en a une qui est derrière notre caméraman. Donc cette tige a été une tige de chêne concurrente annelée en 2013. Et il y en a une deuxième qui est ici et qui aujourd'hui est tombée à terre. Non, elle n'a pas été annelée d'ailleurs, celle-là, elle avait été à l'époque abattue. En 2020, nous avons martelé ici et je suis sur un bois qui a été coupé en 2020. Et Patrick, tu es appuyé sur une tige qui a été coupée à l'occasion des travaux en 2021. Donc aujourd'hui, ce travail un petit peu progressif de respect des phases de réaction des arbres nous permet aujourd'hui de constater un petit bois qu'on peut juger presque idéal et surtout qui est parfaitement corrigé. Alors ce qui m'importe, c'est de rappeler les critères qui permettent de définir une perche ou a fortiori après un petit bois jugé idéal en termes de production. Le premier critère, mais qui n'est pas le moindre, c'est l'âge biologique. Parce que souvent, on décrit des variables dendrométriques, ce que nous allons faire, mais on oublie trop rapidement que l'entrée en phase de compression, c'est-à-dire le moment biologique où il est opportun pour la tige d'avoir le plein espace au niveau de son houppier fonctionnel, se situe pour le chêne aux alentours de 35 ans. C'est-à-dire que si on ne loupe pas cette entrée en phase de dimensionnement aux alentours de 35 ans, nous aurons la croissance maximum, le dimensionnement maximum du houppier fonctionnel. Et donc la récolte plus rapide du gros bois à terme. Il est possible évidemment de rentrer plus tard en phase de dimensionnement, mais votre bois, l'âge biologique augmentant, commencera à réduire ses accroissements et le houppier se constituera moins vite. Donc cet âge biologique étant un point important, les autres critères sont ceux que vous connaissez tous. Une hauteur feuillée de la tige qui doit représenter au moins 1/3 de la hauteur totale de l'arbre à ce stade de croissance. Une horizontalité la plus parfaite possible des branches du houppier, je parle évidemment de la partie basale du houppier, et une direction des branches du houppier fonctionnel, un étalement des branches du houppier fonctionnel dans toutes les directions de l'espace. Ce faisant, nous sommes en posture de constater, ou en tout cas on se donne toutes les chances pour avoir ce qu'on appelle le potentiel d'expansion dynamique maximum des houppiers. Sans les travaux d'annélation, je ne sais pas si nous aurions eu le même résultat, mais nous aurions assurément fait courir un risque
sur la valeur potentielle du très joli petit bois aujourd'hui, parce que son facteur d'élancement était, à l'époque, beaucoup trop élevé. Ok, donc la question sur les coûts de travaux. Nous avons ici un budget travaux sur cette propriété de 10 € par hectare et par an de budget travaux. C'est-à-dire que sur 200 hectares, j'ai une enveloppe de 2 000 € chaque année pour faire des soins culturaux. Je l'ai négocié avec ma cliente parce qu'il y a beaucoup à faire dans ces forêts. On a vraiment besoin d'avoir des travaux réguliers, même très extensifs parfois, mais qui ne mettent pas la décongestion des plus belles tiges. Donc le coût, c'est à peu près, je crois, si on ramène ça en heures, ça doit faire 0,25 heures par hectare et par an de travaux. Oui, l'observation, oui, voilà, donc on doit tous être d'accord sur l'action. Donc évidemment, il faut un petit peu réviser l'autécologie, la synécologie, les stratégies de croissance des essences et les rapports de force entre les essences. Mais une fois que ces préalables sont réassimilés, ça ne pose de problème à personne. Et on voit, beaucoup d'entre vous ici sont déjà venus, on voit très rapidement sur une journée de martelage les changements de posture. Et le soir, on nous dit, ben, finalement, tout ça est très évident. Quoi, en fait, la chose la plus compliquée? Est-ce que c'est la régénération? Est-ce que ce serait quoi pour vous? Ouais. Ok, donc, c'est bon. Donc, comme je vous l'avais dit, pour conclure, comme nous avons remesuré 12 années de placettes permanentes à l'échelle de l'ensemble de la propriété, mais propriété qui est très homogène et très ressemblante à ce que vous visitez ici. Donc en 12 ans, le taux de qualité des bois A plus B est passé de 26% à 30% en 12 ans. Oui, donc je redis, hein, on ne parle pas de la parcelle, c'est à l'échelle de la forêt, des 200 hectares de la forêt. Ils sont suivis par un dispositif de placettes permanentes. Donc, pendant 12 ans, nous avons capitalisé un peu, puisque la surface terrière est passée de 21 mètres carrés à 22,5. En voyant la qualité de beaucoup d'arbres, vous comprenez que nous n'avons pas pu, en fait c'est un constat, nous n'avons pas pu faire autrement, mais ça nous convient parfaitement bien. Nous avons prélevé, évidemment pas l'accroissement, puisque nous avons capitalisé, nous avons prélevé 68% de l'accroissement. Et sachez que l'accroissement de 7% en volume de cette forêt pendant 12 ans correspond à un accroissement de 43% en valeur. C'est assez... je ne m'attendais pas à un chiffre aussi élevé. Au final, aujourd'hui, sur la dernière période de 12 ans, je constate un revenu net de 508 € par hectare et par an, hors chasse. Donc ces performances économiques ne peuvent pas être obtenues sans une gestion extrêmement militaire de la recherche et de la mise en valeur de la qualité. Ce n'est pas une science exacte, mais je dis souvent que les martelages ne peuvent pas être faits au pas de charge. Pour être sûr de miser sur le bon cheval, on n'est déjà jamais sûr, mais si à la lecture des paramètres qui conditionnent le martelage, on va déjà beaucoup trop vite, vous ne pourrez escompter obtenir des rendements soutenus aussi forts.
Oui, les 500 000, c'est le revenu de bois. Le revenu de bois, moins l'hectare. C'est le revenu net, hectare an, frais de gestion, travaux déduits. Mais évidemment, ce n'est pas les revenus juste comptables, c'est ce qui est rentré en banque, plus l'accroissement en valeur du stock. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Plus évolution du capital. Ah, sinon, on aurait tapé quand même un peu fort. Un très grand merci Christophe à toi pour ce que tu nous as montré cet après-midi. Les images, ton discours, on voit que c'est une gestion, ce que tu nous montres, tu le vis avec passion, on le voit, tu nous le transmets. Donc merci beaucoup. Tu as le droit aussi, Marie-Laure, la petite spécialité du coin. Merci à toi, bravo.